Bienvenue dans le grand tour des peurs humaines, où votre phobie n'est pas juste un terme médical, mais carrément une partie de votre personnalité. Dans cette vidéo, on va plonger dans les peurs les plus bizarres, folles et délicieusement irrationnelles qui rendent l'humanité hilarante. De la terreur ancestrale de la mort à la panique moderne de ne plus avoir de Wi-Fi, vous verrez comment la peur est passée de mécanisme de survie à même Internet. On va explorer pourquoi votre cerveau vous dit de fuir à la fois un tigre et un groupe de discussion. Et pas d'inquiétude, on ne juge personne. On est juste là pour rigoler, paniquer un peu et comprendre pourquoi certaines personnes ont peur des bulles. Sérieusement? Des bulles? Bref, attrapez votre plaid, fermez bien la porte et préparez-vous pour un voyage palpitant dans le monde étrange des phobies humaines. Et avant de plonger, n'oubliez pas de liker la vidéo, de dire en commentaire d'où vous regardez et de vous abonner pour ne rien rater du prochain épisode de Panique Collective. Alors, c'est quoi exactement la peur? Cette sensation glaciale quand ton crush a vu ton message mais ne répond pas? Ou ce moment où tu entends ta mère t'appeler par ton prénom complet depuis une autre pièce? Scientifiquement parlant, la peur est une réponse émotionnelle de base face au danger, réel ou imaginaire. C'est un système d'alarme intégré dans ton cerveau. Des hommes des cavernes fuyant les tigres, aux étudiants fuyant les partiels, la peur a toujours fait partie de la survie. Les psychologues disent qu'elle active la réponse de lutte ou de fuite. Et les théoriciens culturels rappellent que la peur est aussi influencée par la société, religion, tradition, même les mèmes. Certains craignent les serpents à cause de la nature, d'autres redoutent la réussite à cause de traumatismes d'enfance, et certains ont peur des bananes, ne posent pas de questions. Le fait est que tout le monde a peur de quelque chose, même ceux qui disent « je n'ai peur de rien ». Info flash. Si tu dis ça en regardant ton téléphone à 1% de batterie, tu mens. Continuons à creuser, parce qu'une fois qu'on comprend la peur, elle fait moins peur, ou au moins plus rire. Parlons de ce qui se passe réellement dans ton corps quand la peur frappe. Spoiler, ton cerveau devient une vraie drama queen. L'amygdale, en gros, ton détecteur de fumée intérieure, détecte un danger ou juste une araignée sur le mur et hurle à l'hypothalamus. Fais quelque chose. Immédiatement, ton corps passe en mode combat ou fuite. Ton cœur s'emballe, tes pupilles se dilatent, ta respiration devient courte et tes mains se transforment en glaçons. Pourquoi? Parce que ton système nerveux sympathique est ce pote qui panique à ta place, en inondant ton corps d'adrénaline pour te préparer à frapper la menace ou à courir comme une gazelle caféinée. Et voici le twist amusant. Peu importe si le danger est un lion affamé ou ton patron qui convoque une réunion surprise, ton corps réagit pareil. Tu transpires, tes mains tremblent, et quelque part au fond de toi, tes ancêtres crient « Cours, petit !» Donc la prochaine fois que ton crush passe devant toi et que ton cœur fait un bond comme si tu voyais un film d'horreur, félicitations, ton cerveau fait simplement son boulot. Imagine un humain préhistorique se promenant dans la forêt, fredonnant joyeusement, quand soudain, bam, un bruissement dans les buissons, un petit lapin, ou quelque chose avec de grandes dents et de gros problèmes de colère. Grâce à la peur, ce type n'est pas resté pour vérifier. Il a couru, vite, et c'est pour ça qu'il a survécu assez longtemps pour devenir ton ancêtre. La peur, tu vois, ce n'est pas un bug dans le système, c'est un super pouvoir évolutif. Sans elle, les humains auraient essayé de caresser des tigres à dents de sabre ou seraient tombés de falaise en mode YOLO. La peur t'évite des idées stupides comme grimper sur ce volcan ou envoyer un message à mon ex à 2 heures du matin. C'est ton alarme interne qui dit « Hé, peut-être pas, hein ?» Donc la prochaine fois que tu as peur, rappelle-toi, c'est grâce à ce sentiment que ton ADN n'a pas fini dans l'estomac d'un dinosaure. La peur a mauvaise réputation. Les gens pensent qu'avoir peur, c'est être faible, lâche ou pas assez alpha, mais plot twist, la peur est en fait plutôt futée. Imagine que tu t'apprêtes à traverser une rue bondée en dehors du passage piéton, et soudain ton cerveau dit « peut-être pas ». C'est la peur qui fait son boulot, comme un petit coach de vie dans ta tête, mais plus bruyant et transpirant. La peur t'empêche d'envoyer « je démissionne » à ton patron à 3 heures du matin ou de sauter dans un lac juste parce qu'on t'a lancé un défi stupide. C'est ton frein d'urgence intérieur.
celui qui te retient juste avant que tu ne plonges dans le ravin émotionnel. Parfois, la peur t'aide même à prendre de meilleures décisions, comme éviter ce tournoi de karaoké clandestin vraiment louche. Bien sûr, certaines peurs sont irrationnelles, mais beaucoup sont carrément utiles. Alors peut-être qu'au lieu de haïr la peur, on devrait la remercier, ou au moins lui offrir un café. Décaféiné, la peur n'a vraiment pas besoin de caféine. La peur est peut-être ancestrale, mais sa garde-robe a bien changé. À l'époque préhistorique, tu avais peur d'être mangé par un tigre. Aujourd'hui, tu flippes quand ton boss t'envoie un message Slack du genre « On peut parler ?» Nos ancêtres restaient éveillés à cause d'yeux brillants dans le noir. Nous, à cause de la coche bleue à côté de vue. Avant, on craignait la famine. Aujourd'hui, c'est la batterie à 2% et aucun chargeur en vue qui déclenche la panique. La vérité, c'est que la peur a évolué avec nous. Et c'est devenu bizarre. On est passé de se cacher dans des grottes à se cacher des discussions de groupe, d'éviter des lances à éviter des messages gênants sur LinkedIn. Mais ne rigole pas trop vite. Ces peurs provoquent toujours du vrai stress. Ton cerveau s'en fiche que ce soit un ours ou un Wi-Fi en panne. Il déclenche l'alarme pareil. La peur s'est adaptée à notre jungle moderne, numérique, émotionnelle et pleine de jugement. Alors oui, on a remplacé les crocs par des followers, mais le cri est resté le même, juste plus discret, et en HD. Très bien, âme courageuse, tu as survécu à la première vague de faits effrayants. Et tu n'as même pas scié, sauf quand on a parlé du message Slack du boss. Maintenant, il est temps d'avoir un aperçu des montagnes russes terrifiantes, mais hilarantes, qui t'attendent. D'abord, on plongera dans les peurs primales, la mort, l'obscurité et tout ce qui a plus de 8 pattes. Ensuite, on entrera sur la pointe des pieds dans le monde des troubles anxieux courants, où s'inquiéter pour demain devient un sport olympique. Et après, accroche-toi pour le bizarre, des phobies si étranges que même tes rêves diraient « non, c'est trop ». Peur des couleurs, des trous ou du beurre de cacahuète collé au palais. Et juste au moment où tu penseras que c'en est trop, on terminera par un chapitre plein d'espoir. Guérison, thérapie et transformer tes peurs en mèmes. Parce que oui, crier dans le vide, c'est normal. Mais en rire avec des inconnus sur Internet, encore mieux. Parlons de la thanatophobie, autrement dit, la peur de la mort, le plus vieil ami ennemi de l'humanité. Des hommes des cavernes préhistoriques évitant les tigres à dents de sabre aux gens modernes qui tapent « Peut-on mourir d'un éternuement ?» Sur Google, nous avons toujours eu une relation compliquée avec l'idée de ne plus exister. Cette peur ne se manifeste pas uniquement lors d'expériences de mort imminente. Elle frappe sous la douche quand tu ressens une douleur à la poitrine et que tu commences déjà à organiser ton enterrement. Elle te chuchote à l'oreille avant de dormir. Et si tu ne te réveillais pas? Et ne parlons même pas des turbulences en avion. On devient instantanément des philosophes remettant toute notre vie en question. Mais voici la blague cosmique. Tout le monde meurt, mais tout le monde ne panique pas à ce sujet en se brossant les dents. Irrationnel, pas vraiment. Utile? Parfois, ennuyeux quand tu essayes juste de savourer tes spaghettis et que soudain tu penses à ta propre faim? Totalement. Nécrophobie, la peur des cadavres, des cimetières et de tout ce qui chuchote à ton tour. Ce n'est pas juste un cliché de film d'horreur, c'est un réflexe ancestral qui te fait frissonner rien qu'à l'idée du silence éternel. Un instant tu marches près d'un cimetière la nuit et soudain chaque feuille qui bouge est un zombie avec des comptes à régler. Pompe funèbre? Non merci. Exposition de cercueils dans les magasins de meubles? 10 fois non. Même le mot « croque-mort » peut provoquer un spasme dans tout ton corps. Certaines personnes refusent même de regarder des photos de momies sans se signer ou retenir leur souffle, comme si une malédiction antique pouvait se télécharger par l'écran. Certes, on vit à l'ère du streaming et des spoilers, mais cette peur-là, impossible de la zapper. Car rien ne crie « crise existentielle », comme voir quelqu'un hors ligne pour toujours. Et se rendre compte que toi aussi un jour, ce sera ton cas. Phasmophobie, peur des fantômes, est la raison pour laquelle tu dors encore avec un pied sous la couverture. C'est cette logique irrationnelle qui dit « si je ne le vois pas, il ne peut pas m'entraîner dans l'au-delà ». Cette peur ne nécessite ni manoir hanté, ni objet maudit. Parfois, un manteau suspendu bizarrement dans un coin à 2 heures du matin
suffit à déclencher tous les films d'horreur que tu as vus. Les enfants se cachent sous la couette. Les adultes laissent pas la lumière des toilettes allumée. Apparemment, les fantômes respectent les ampoules de 40 watts. Que ce soit des ombres qui bougent, des chuchotements dans le silence ou des courants d'air froid dans une pièce verrouillée, la phasmophobie ne demande pas de preuves. Elle se manifeste. Point. Et grâce à Internet, on a maintenant des histoires de fantômes du monde entier, des visites nocturnes, en vision infrarouge, et des cris générés par l'IA. Mais peu importe notre modernité, on se fige encore quand la porte grince, en prétendant que c'était juste le vent. Probablement. Ophidiophobie, la peur des serpents, ne concerne pas seulement les crocs venimeux ou les rencontres dramatiques dans la jungle. C'est le logiciel préhistorique dans ton cerveau qui crie « Mission annulée », même quand le serpent est juste un tuyau d'arrosage tordu. Cette peur est évolutive. Nos ancêtres n'avaient pas Google pour vérifier si la créature qui rampait était inoffensive. Donc ton cerveau appuie sur le bouton panique d'abord et pose les questions ensuite. Tu pourrais être dans un zoo, derrière une vitre épaisse, et sentir quand même tes jambes se transformer en gelée. Même un serpent de dessin animé dans un livre pour enfants peut te faire crisper les orteils. Et ne parlons même pas des vidéos de farce sur Internet. Ces serpents en caoutchouc surprise ont fait perdre plus de dignité que de vrais cobras. En bref, l'ophidiophobie est un système d'alarme intégré qui hurle. Cours, même quand la logique dit « détends-toi, c'est du plastique ». Arachnophobie, la peur des araignées, est la farce à 8 pattes de la nature. Peu importe si l'araignée est minuscule, inoffensive ou même adorable façon dessin animé, elle a le pouvoir de transformer un adulte en ninja breakdancer armé d'un balai. Et il faut dire que leur façon de bouger n'aide pas. On dirait des personnages de jeux vidéo en bug, rapides, imprévisibles et toujours dans ta direction. Tu peux être en train de te brosser les dents, apercevoir une araignée au plafond, et soudain décider que l'hygiène bucco-dentaire est surestimée. Certains courageux tentent de les relocaliser avec un verre et une feuille, mais soyons honnêtes, la plupart déclarent la guerre. Il y a même des gens qui ne dorment pas sans avoir vérifié 3 fois chaque recoin, rideau et placard, à la recherche de ninja araignées. L'ironie? La plupart des araignées sont en réalité de précieuses mangeuses d'insectes. Mais la logique disparaît face à 8 pattes, une centaine d'yeux, bon, peut-être 8, et leur capacité magique à disparaître dès qu'on cligne des yeux. Acrophobie, la peur du vide, ne se résume pas à se tenir debout sur un gratte-ciel. Pour certains, grimper une échelle ou jeter un œil depuis un balcon au 2e étage suffit à déclencher une panique totale. Cœur qui s'emballe, mains moites, jambes en spaghettis. Soudainement, la gravité devient une force personnelle. D'un point de vue évolutif, cette peur est logique. Les ancêtres qui s'approchaient trop des falaises ne rentraient pas forcément pour raconter. Mais aujourd'hui, elle transforme des tâches banales, changer une ampoule ou accrocher des rideaux, en épreuves olympiques. Certains essaient de dompter leur peur en montant sur des tours ou en prenant des manèges à sensations, pour ensuite regretter tout leur choix de vie à mi-chemin. Et ne parlons même pas des sols en verre. Ce n'est pas du fun transparent, c'est du stress en haute définition. Si tu as déjà monté des escaliers à 4 pattes en murmurant « Ne regarde pas en bas », félicitations, tu es membre du club acrophobie et on tremble tous ensemble. Nyctophobie, la peur du noir, n'est pas tant une peur de l'obscurité elle-même que de ce que notre imagination en fait. Dès que les lumières s'éteignent, ton cerveau se transforme en réalisateur de films d'horreur. Ce tas de linge, clairement un fantôme déguisé, ce grincement, un démon qui répète ses pas. Même ton ombre devient suspecte. Cette peur remonte à notre passé primitif, quand la nuit cachait de vrais dangers comme des prédateurs, et d'autres prédateurs encore plus motivés. Aujourd'hui, elle pousse les adultes à dormir avec une veilleuse et à vérifier 3 fois sous le lit comme des chasseurs de fantômes certifiés. Certains tentent de l'affronter en regardant des films d'horreur dans le noir, pour finir emmitouflés dans une couverture comme un burrito hanté. Donc si tu as déjà sprinté jusqu'à ton lit après avoir éteint la lumière, ne t'en fais pas. Tu n'es pas bizarre, juste historiquement prudent. Thalassophobie, la peur des eaux profondes, ne concerne pas seulement la natation. C'est cette idée terrifiante que, sous la surface paisible de cette mer bleue, quelque chose d'énorme, visqueux et sans nom,
pourrait être en train de te fixer. Les requins, terrifiants. Les calmars géants, non merci. Cette ombre bizarre, probablement le cousin de Cthulhu. Même les piscines la nuit semblent soudainement des portails vers des cauchemars aquatiques. Évolutivement, c'était logique. Les eaux ouvertes signifiaient danger, noyade, ou devenir le déjeuner d'une créature avec plus de dents que d'amis. Les thalassophobes modernes font semblant d'aimer les vacances à la plage, mais hurlent intérieurement chaque fois qu'une algue touche leurs jambes. Et ne parlons même pas des vidéos sous-marines, celles qui zooment dans l'abîme et déclenchent une crise existentielle plus vite qu'un cours de philo. Alors, la prochaine fois que tu vois quelqu'un refuser d'aller plus loin que les chevilles, ne te moque pas, il est peut-être en train de combattre un kraken mental. Mégalophobie, la peur des objets géants. Ça peut sembler ridicule jusqu'à ce que tu te retrouves sous un gratte-ciel, les yeux levés, à remettre en question ton existence. C'est cette sensation de vertige, ce nœud à l'estomac quand tu es à côté d'un paquebot, d'une statue énorme ou même d'un réservoir d'eau qui a l'air capable d'écraser ton âme. Pour certains, une simple image d'une baleine colossale ou d'une éolienne géante déclenche une crise existentielle complète. C'est comme si ton cerveau voyait énorme et murmurait « Tu es minuscule, tu n'es rien, panique immédiatement ». Et les réseaux sociaux n'aident pas. C'est rendu de créatures marines géantes, cauchemar assuré. Donc si tu vois quelqu'un en sueur devant un ballon géant à un festival, sois indulgent. Il ne dramatise pas. Son cerveau hurle juste « Cours, c'est le cousin de Godzilla ». La trypophobie, la peur des petits groupes de trous, semble inoffensive jusqu'à ce que quelqu'un te montre une cosse de graines de lotus ou une photo zoomée de peau pleine de petits points. D'un coup, ton cerveau passe en mode panique et ta colonne vertébrale lance une mutinerie. Pour certains, même la grille du haut-parleur d'un iPhone ou une fraise bien mûre ressemble à la bande-annonce d'un film d'horreur. Les scientifiques débattent encore pour savoir si cette peur est liée à un instinct ancien concernant les maladies ou si c'est juste une surréaction moderne face à des textures bizarres. En attendant, Internet s'amuse à poster des images avec avertissement de contenu conçu pour ruiner ton déjeuner. Donc si tu vois quelqu'un crier et balancer son téléphone après avoir vu un gros plan d'un rayon de miel, ne le juge pas. Il ne dramatise pas. Son cerveau est juste convaincu que ces trous cachent des démons. Ou pire encore, des pubs pour des produits de soins de la peau. L'automatonophobie, la peur des figures humanoïdes, prouve que notre cerveau ne fait pas toujours confiance à ce qui semble trop humain. Mais pas tout à fait. Statues de cire, flippantes, mannequins, troublants, robots animatroniques dans les parcs d'attractions, essence même du cauchemar. Tu sais qu'ils ne sont pas vivants, et pourtant ton instinct de survie chuchote. Et s'ils clignaient des yeux? Cette phobie transforme les musées en labyrinthes de l'horreur et les centres commerciaux en champs de bataille de regards méfiants. Même les poupées avec des yeux en verre ont l'air de comploter, surtout si leur tête bouge toute seule. Merci les films d'horreur. Et ne parlons pas des robots humanoïdes avec leur sourire maladroit. Dans un monde qui court vers les androïdes réalistes, l'automatonophobie pourrait bien être notre dernière ligne de défense primitive. Ou peut-être, juste un excellent radar à trucs flippants. La coulrophobie, la peur des clowns, n'est pas une blague. Enfin, peut-être une blague bien noire. Ce qui est censé apporter de la joie aux fêtes d'anniversaire pousse en réalité certaines personnes à fuir en courant. C'est à cause des chaussures démesurées, des sourires peints et de ces yeux vides qui semblent murmurer « J'ai vu des choses ». Blâmer les traumatismes d'enfance, les films d'horreur ou juste le fait que personne ne devrait être aussi joyeux aussi longtemps. Cette peur est devenue populaire grâce à ça, faisant de Pennywise l'icône officielle de la panique clownesque. Même les clowns d'anniversaire les plus innocents ressemblent désormais à des agents dormants de l'effroi. Et ne parlons même pas des clowns de maisons hantées, ce sont littéralement des jumpscares en perruque arc-en-ciel. Alors si vous avez déjà évité une mascotte de fast-food ou changé de trottoir en voyant quelqu'un jongler, vous n'êtes pas seul. La coulrophobie est bien réelle, et elle se cache derrière un nez rouge en mousse. La claustrophobie, la peur des espaces confinés, est l'ultime test pour ne pas hurler en public. Ascenseur, placard, toilette d'avion, ou même ce placard bizarre sous l'escalier. Si les murs sont trop proches, c'est une zone interdite. Ton cerveau crie immédiatement.
On est coincé, c'est la fin. Adieu monde cruel. Tu transpires comme une bouilloire et respires comme Dark Vador. Non, tu ne meurs pas. Enfin, probablement pas. Ce sont juste tes instincts primitifs qui piquent une crise. Et ne pense même pas à faire un escape game. Ce n'est pas un jeu, c'est un simulateur de panique. La claustrophobie peut transformer un simple trajet en ascenseur en monologue intérieur digne d'un Oscar. Tu voulais juste aller au 5e étage, et maintenant tu récites ton testament dans ta tête. Pour les personnes atteintes de cette peur, l'espace n'est pas une question de confort, c'est une question de survie. L'agoraphobie, la peur des espaces ouverts ou bondés, c'est comme si ton GPS intérieur criait « repli stratégique » à chaque fois que tu entres dans un centre commercial ou une grande place. Une minute, tu flânes tranquillement dans un magasin. La suivante, ton cerveau déclenche l'alerte rouge. Trop d'espace, trop de monde. Où est la sortie? Ce n'est pas juste la peur de la foule, c'est la sensation écrasante d'être vulnérable, exposé, comme un petit point perdu dans l'immensité. Même un parc peut sembler piégeux s'il n'y a pas de zone de sécurité à proximité. Pour les agoraphobes, rester à la maison n'est pas de la paresse, c'est une stratégie. Pourquoi risquer une crise de panique sous des néons quand on plaide et le Wi-Fi offre un confort émotionnel? Ironie du sort, la peur des grands espaces finit par réduire ton univers à 4 murs familiers et un itinéraire bien mémorisé vers l'épicerie du coin, en cas d'extrême nécessité. L'énoclophobie, la peur de la foule, ce n'est pas juste éviter les concerts ou fuir le métro aux heures de pointe. C'est un film d'horreur version corporelle où chaque humain à moins d'1 mètre devient une menace potentielle. Tu arrives à un festival et ton cœur commence à battre comme un DJ de rêve. Le bruit, le chaos, les frottements d'épaules. Ton cerveau hurle « Mission abortée !» Pour les énoclophobes, une grande foule ressemble moins à un rassemblement sympa qu'à une tornade humaine. Contact visuel? Trop risqué. Respirer normalement? Bonne chance. S'échapper sans bousculer 1 ou 2 enfants? Oublie ça. Alors ils deviennent des experts en sorties furtives, cachettes de toilettes et excuses légendaires du style « Désolé, un imprévu ». Spoiler, l'imprévu, c'est 300 personnes en train de hurler sur le DJ. La sociophobie, la peur des interactions sociales, ce n'est pas juste éviter les fêtes. C'est de l'anxiété niveau Jeux Olympiques pour commander à manger, répondre à des emails ou croiser accidentellement le regard de son voisin dans l'ascenseur. Les personnes atteintes de sociophobie ne sont pas timides, ce sont des artistes de l'évasion sociale. Chaque conversation de groupe ressemble à une émission de télé-réalité où vous êtes le candidat gênant qui essaie de ne pas dire quelque chose d'étrange. Une phrase maladroite et vous la rejouerez dans votre tête à 2 heures du matin pendant les 3 prochaines années. Pour faire face, ils développent des compétences de ninja, écouteurs sans musique, faire semblant de faire défiler leur téléphone à la vitesse de la lumière, ou rédiger des textos avec un parfait mélange de regrets fins. Désolé, je ne peux pas venir. Au fond, ils veulent peut-être une connexion, mais seulement si elle est livrée avec un bouton muet et la possibilité de se téléporter chez soi. L'hypocondrie, la peur d'être malade, est la championne olympique des recherches Google nocturnes. Un éternuement, grippe aviaire forcément, un mal de ventre, appendicite, sans aucun doute, un léger mal de tête. Il est temps de rédiger son testament. Pour les hypocondriaques, chaque sensation est une alerte rouge. Le corps n'est plus un temple, c'est une bombe à retardement. Ils deviennent des détectives professionnels sur WebMD, mais au lieu de trouver la paix d'esprit, ils trouvent la panique. Ils entrent dans les cliniques avec une liste de 12 maladies rares et en ressortent convaincus qu'ils en ont oublié une. Pour leurs amis, ils peuvent sembler dramatiques, mais pour eux, c'est une question de survie. Ironiquement, ils en savent souvent plus sur les maladies que les vrais médecins. Mais ce dont ils ont vraiment besoin, ce n'est pas un autre test. C'est un câlin, une tisane et peut-être une détox digitale des moteurs de recherche. La désidophobie, la peur de prendre des décisions, transforme la vie quotidienne en un thriller psychologique. Que manger? Pâtes ou riz? Quelle chemise? La bleue ou l'autre bleue légèrement différente? Pour ces personnes, chaque choix ressemble à désamorcer une bombe. Elles parcourent les applications de livraison pendant 1 heure et finissent par manger des céréales. Elles disent « à toi de choisir », puis regrettent ce que tu choisis.
Leur navigateur a 14 onglets ouverts, intitulés « Dois-je ?» et leur âme est bloquée à un carrefour mental. Même tirer à pile ou face n'aide pas. Ça ajoute juste de la culpabilité. Ironiquement, elles deviennent souvent d'excellents auditeurs, parce qu'elles n'interrompent jamais. Ce dont elles ont besoin, ce n'est pas de plus d'options, mais de quelqu'un qui leur murmure doucement « Commande la pizza » et peut-être un câlin pendant qu'elles le font. La philophobie, la peur de tomber amoureux, c'est quand ton cœur installe un pare-feu plus puissant que n'importe quel antivirus. Après quelques chagrins d'amour, ton système émotionnel dit « Nope, plus jamais ça ». Tu évites les regards romantiques comme s'ils étaient des lasers. Et au moindre flirt, ton cerveau appuie sur le bouton panique. Tu deviens expert de la friendzone. Pas en y entrant, mais en y résidant à plein temps. Les compliments semblent être des pièges et les dîners, le début d'un film d'horreur. Ironiquement, la philophobie frappe souvent les personnes les plus gentilles et sensibles, celles qui ont aimé fort et chuté encore plus fort. Alors au lieu de tout risquer encore, elles choisissent Netflix en solo, avec du popcorn et un animal qui ne les ghostera pas. L'amour, magnifique, oui, mais aussi terrifiant. Et honnêtement, qui a encore le temps de pleurer en public? La monophobie, la peur d'être seul, transforme chaque soirée tranquille en une épreuve émotionnelle de survie. Ce n'est pas l'ennui le problème, c'est cette sensation que si personne n'est là, tu pourrais simplement te dissoudre dans le néant. Les personnes monophobes appellent leurs amis juste pour entendre leur respiration. Ils laissent la télé allumée pour se sentir accompagnés et parlent au micro-ondes si besoin. Le silence, c'est le vrai méchant. Être seul dans une pièce, c'est comme être bloqué sur un iceberg émotionnel. Même une course rapide en solo devient un épisode de Survivor, édition urbaine. Ironiquement, beaucoup de monophobes sont très bons pour offrir du soutien émotionnel, car ils savent à quel point se sentir abandonné peut être écrasant. Alors si ton pote t'envoie « T'es réveillé » à 3 heures du mat parce qu'il a entendu un craquement chelou, ne le juge pas, réponds. Tu pourrais être son dernier espoir avant qu'il recommence à discuter sérieusement avec sa plante en pot. L'apophobie, la peur d'être touché, c'est comme être un panneau, ne pas déranger vivant, mais pour tout ton corps. Ce n'est pas que les personnes atteintes soient antisociales, elles veulent juste un espace personnel, d'environ 3 mètres. Un câlin surprise? Cauchemar total. Une tape amicale dans le dos? Déclencheur de hurlements internes. Même l'idée de se tenir la main ressemble à toucher de la lave. Cette phobie vient souvent d'un traumatisme, d'un trouble sensoriel ou d'anxiété. Donc ce n'est pas de l'impolitesse, c'est de la survie. Beaucoup développent des réflexes de ninja pour esquiver tout contact. Éviter les câlins, simuler un éternuement ou faire semblant de refaire leur lacet pile au bon moment. Si ton ami sursaute quand tu tends la main, ne le prends pas mal. Propose-lui un check du poing à distance et un sourire depuis l'autre bout de la pièce. C'est sa version du câlin d'ours. La génophobie, la peur de l'intimité sexuelle, ce n'est pas juste une question de rendez-vous gênant ou de phrases de drague bancale. C'est une vraie phobie profonde qui transforme ce que d'autres voient comme une connexion en champ de mines émotionnelles. Pour quelqu'un qui en souffre, même un baiser dans un film romantique peut provoquer une panique totale. Leur bio Tinder devrait dire « Recherche conversation profonde et zéro contact ». Cette peur vient souvent de traumatismes passés, d'anxiété ou de pression culturelle, rendant la proximité physique plus menaçante qu'affectueuse. Ils peuvent simuler des appels, inventer des courses urgentes ou prétendre que le chien doit sortir, tout ça pour éviter l'intimité. Et non, ce n'est pas de la pudibonderie, c'est une question de sécurité, de vulnérabilité et de contrôle. Le pire, la société n'en parle presque jamais et confond souvent ça avec de la froideur. Mais derrière ces couches de peur se cache souvent un cœur qui veut se connecter, à sa manière, et avec au moins 3 couches de papier bulle émotionnelle. La gamophobie, la peur du mariage, semble être une blague jusqu'à ce que quelqu'un dise « mariage » et que ton âme tente de s'échapper de ton corps. Pour les gamophobes, ce ne sont pas juste des problèmes d'engagement. C'est l'angoisse existentielle face aux listes d'invités, aux plans de table et à l'éternité passée à se disputer sur la lessive. Ce sont des gens qui transpirent à grosses gouttes en voyant un magazine de mariage et qui voient le mot « pour toujours »
comme une peine de prison, pas une promesse. Certains ont vu des divorces chaotiques de près, d'autres redoutent de perdre leur indépendance entre des serviettes assorties et des comptes joints. Ce n'est pas qu'ils n'aiment pas, c'est que formaliser cet amour les couvre de boutons. Quand des amis se fiancent, ils applaudissent, à distance. Une demande en mariage, ils s'évanouissent, fuient ou prétendent ne pas avoir entendu. Au fond, ils veulent peut-être une connexion, mais pas celle qui exige de prononcer des vœux sous une arche florale devant tante Margie. Et s'il vous plaît, pour l'amour des âmes libres, ne leur demandez pas quand ils se marient. Vous risquez de déclencher un monologue philosophique sur la liberté et l'illusion de la monogamie. L'antophobie, la peur intense d'être touché, portée à l'extrême. Si l'apophobie rend un câlin maladroit, l'antophobie transforme une poignée de main en alerte DEFCON 1. Pour ceux qui en souffrent, l'espace personnel n'est pas une préférence. C'est un champ de force sacré, défendu comme un palais royal. Geste romantique? Terrifiant. Même une tape sur l'épaule peut propulser leur âme dans une autre dimension. Ce n'est pas qu'ils soient au froid ou asociaux, ils peuvent désirer une connexion, juste sans contact physique. Trauma d'enfance, troubles sensoriels ou excès de câlins de groupe surprise peuvent en être la cause. Ces personnes ont développé un sixième sens pour éviter le contact. Esquiver les câlins à la Matrix, faire semblant de refaire leur lacet quand quelqu'un s'approche, ou reculer discrètement dans un coin lors d'un événement social. C'est l'intimité émotionnelle en mode extrême. Et si vous les aimez vraiment, n'essayez pas de les guérir avec un câlin surprise. Respectez leurs limites et, peut-être, offrez-leur un pouce levé, depuis l'autre côté de la pièce. L'ergophobie, la peur du travail. À ne pas confondre avec le blues du lundi ou la haine universelle des réunions à 8 heures du matin. Cette phobie transforme les tâches du quotidien, comme vérifier ses emails, en véritables scènes d'horreur. Pour une personne ergophobe, la phrase « il faut qu'on parle de ta performance » provoque autant de panique que les zombies sont dans la maison. Ce n'est pas de la paresse, c'est une peur écrasante de la responsabilité, de l'échec, du jugement et parfois même du succès. Le bureau devient un manoir hanté où les deadlines rôdent comme des fantômes et les messages Slack arrivent comme des parchemins maudits. Beaucoup développent sur des réflexes de ninja pour esquiver les tâches. Désactivation éclair des notifications, faux problèmes de Wi-Fi ou l'art de fixer une feuille Excel sans comprendre une seule cellule. En vérité, ces gens ne fuient pas le travail, ils fuient le poids des attentes. Alors, la prochaine fois que quelqu'un disparaît après avoir reçu un mail commençant par « comme mentionné précédemment », ne le jugez pas, envoyez-lui un mème. La guérison commence par le rire, et peut-être le télétravail sans réunion. La nomophobie, la peur d'être sans téléphone portable. Ça semble absurde, jusqu'au moment où ta batterie affiche 5% et que tu n'as pas de chargeur en vue. Soudain, ta vie défile devant tes yeux, sous forme de messages non lus, de mèmes en attente, et de cette vidéo TikTok que tu jurais publier plus tard. Pour l'humain moderne, le téléphone n'est pas juste un appareil, c'est une bouée de sauvetage, un meilleur ami, un psy, et parfois une lampe torche. Les nomophobes transportent 3 batteries externes, connaissent tous les cafés avec prise de courant et font une mini-crise cardiaque chaque fois que l'écran devient noir. Mode avion, l'équivalent de l'isolement social. Téléphone perdu. Deuil, déni et négociation en 30 secondes chrono. Si ton téléphone est plus important que tes clés, ton portefeuille, voire ton petit déjeuner, félicitations, tu es des nôtres. Mais n'aie crainte. Enfin si, un peu. Garde ton chargeur à portée et ton téléphone encore plus près. Car au XXe siècle, batterie faible chante film d'horreur. Chromophobie, la peur des couleurs, surtout quand elles apparaissent dans ton navigateur. À l'ère numérique, le rouge signifie danger, le vert message ignoré et le jaune, tu as sûrement oublié quelque chose d'important. Pour beaucoup, voir une pastille rouge de notification suffit à accélérer le cœur plus qu'un film d'horreur. Mail en orange, code pour « tu es dans le pétrin », tic bleu sans réponse, blessure émotionnelle. Cette phobie atteint son apogée le lundi matin, quand les écrans explosent de rappels arc-en-ciel de tout ce que tu n'as pas fait la semaine précédente. Certains vont très loin, mode gris activé, luminosité au minimum, ou retour au calendrier papier pour éviter le jugement digital d'un chaos coloré.
La chromophobie ne concerne pas seulement les teintes. C'est la preuve que les couleurs sont devenues des mines émotionnelles dans la guerre de ta to-do list. Alors si ton cœur saute un battement en voyant un cercle rouge avec le chiffre 12, félicitations, tu es officiellement dans la zone de panique colorée. Technophobie, la peur de la technologie. Non, ce n'est pas juste ta grand-mère qui pense que le micro-ondes va exploser. On parle ici de paranoïa à niveau supérieur. À l'ère des objets connectés, tout te répond. Ton frigo te donne des conseils diététiques, ton aspirateur connaît mieux ton salon que toi, et ton téléphone te propose des trucs auxquels tu jures n'avoir fait que penser. Pour les technophobes, chaque bip est une alerte, et chaque mise à jour logicielle, un piège. Ils évitent les maisons intelligentes comme des maisons hantées, et sont convaincus que l'IA n'est pas seulement artificielle, elle complote activement. Discussion sur ChatGPT, gouttes de sueur garantie, aspirateur robot, hautement suspect. Même les caisses automatiques les fixent quand ils demandent de l'aide. Cette peur est nourrie par les gros titres sur les machines qui volent les emplois, la reconnaissance faciale qui dérape, et tous ces films où les robots se rebellent, ce qui, soyons honnêtes, n'aide pas. Alors si quelqu'un panique parce que son grille-pain a clignoté 2 fois, ne le juge pas. Il est peut-être en train de repousser la première vague de l'apocalypse robotique, ou juste nul avec les gadgets. La cyberphobie, la peur d'Internet. Non, ce n'est pas juste les boomers qui se méfient de Facebook, mais une véritable angoisse que ta vie numérique explose à tout moment. Tu as posté un mème en 2011, et si quelqu'un le retrouvait aujourd'hui et te cancelle? Tu t'es connecté à un Wi-Fi louche à l'aéroport? Bravo, tu viens de livrer ton âme à un hacker nommé XCX Dark Lord 420XX. Pour les cyberphobes, chaque notification est un potentiel scandale, chaque message une tentative de phishing, et chaque sauvegarde cloud une bombe à retardement sur la vie privée. Oublie le mode incognito, c'est camouflage total, VPN, discussion cryptée, email jetable, et même conversation codée avec les amis. Le canard vole à minuit, n'ouvre pas Instagram. Ils effacent les cookies comme un rituel et ne sauvegardent jamais de mots de passe dans un navigateur. Parce que, soyons honnêtes, Dieu seul sait ce que Google retient. Ce n'est pas qu'ils n'aiment pas Internet, ils pensent juste qu'ils les regardent, tout le temps, avec un sourire. Zoomphobie, la terreur sociale moderne. Oubliez le trac ou les rencontres avec des inconnus. Aujourd'hui, la vraie peur commence par « Tu peux allumer ta caméra ?» Pour beaucoup, les appels vidéo sont comme des examens surprises. En pire, car on ne peut pas simuler une bonne coiffure. La caméra s'allume et soudain, ton visage est en HD. Ton arrière-plan révèle ta chambre en désordre et tu réalises que tu regardais ton propre menton tout ce temps. Les personnes atteintes de zoomphobie ont perfectionné toutes les excuses. Ma caméra est cassée, ma connexion est instable, ou le classique « mon chien a mis le feu, je dois y aller ». La vérité, elle ne supporte pas d'être jugée dans un carré pixelisé où chaque clignement d'œil est analysé et chaque silence résonne comme une alarme. Ce n'est pas de la paresse, c'est de la survie. Parce que rien ne provoque une angoisse existentielle comme voir son propre visage figé en pleine phrase, pendant qu'un collègue dit « ton micro est coupé ». Fortnite-phobie, le traumatisme numérique dont aucun thérapeute ne t'a parlé. Tout commence innocemment, une petite partie avant de dormir. Et soudain, il est 3 heures du matin, tes yeux sont injectés de sang, et ton âme brisée après avoir été éliminée par un gamin de 12 ans qui fait une danse de la victoire. Pour certains, Fortnite n'est pas juste un jeu, c'est une arène publique d'humiliation. Tu sautes, construis frénétiquement et meurs immédiatement. Tes coéquipiers hurlent, ta confiance s'effondre et l'écran de chargement devient ta marche de la honte. Le pire, tu y retournes encore et encore. À chaque réapparition, tu te dis « Cette fois, je ne me ferai pas sniper en dansant sur un toit ». Mais au fond de toi, tu sais qu'un certain XX No Scoper XX rôde, prêt à te pulvériser encore une fois. Voilà la Fortnite-phobie. La peur de perdre misérablement, à répétition, tout en prétendant que c'est juste pour s'amuser. Anxiété TikTok, la crise existentielle des temps modernes. Tu as passé 4 heures à filmer, monter et synchroniser chaque battement avec le son tendance, et tu récoltes 200 vues, 3 likes, un de ta mère, un de ton faux compte, et peut-être un d'un bot.
Tu actualises. Toujours 200. Tu regardes dans l'abîme de l'algorithme et te demandes « Suis-je ? Cringe ?» L'anxiété ne vient pas seulement des chiffres. C'est la peur que ta créativité suprême ait été jugée et envoyée dans l'oubli numérique d'un simple swipe. Pendant ce temps, une vidéo floue d'un sandwich fait 2 millions de vues. Pourquoi ? Personne ne sait. Mais l'algorithme, lui, sait. Et il ne t'aime pas. Alors tu scrolles, tu doutes de ton existence, et tu recommences. Bienvenue dans l'anxiété TikTok, où la peur de ne pas être vu est plus terrifiante que parler en public. Les araignées ou les clowns réunis. Hexacosio isexeconta hexaphobie. Oui, c'est un vrai mot. Et non, on ne vous demandera pas de le prononcer. C'est la peur du nombre 666, aussi appelé la ligne directe du diable. Pour certains, c'est juste un chiffre. Pour d'autres, c'est un portail vers la damnation. Les gens paniquent quand leur ticket de caisse affiche 6,66 €. Et hop, un bonbon pour arrondir. Appartement 666, renuméroté. Étage 666, carrément sauté. Même les ascenseurs participent à l'exorcisme. Hollywood en raffole. Si ton film d'horreur n'a pas un 666 quelque part, est-il vraiment effrayant ? Mais ce qui fait vraiment peur, ce n'est pas le nombre. C'est à quel point cette peur est ancrée. Rationnel ? Pas vraiment. Mais quand mamie te dit « ne joue pas avec ce chiffre », étrangement, tu obéis. Parce que dans un monde plein de malchance, de chats noirs et de miroirs cassés, éviter quelques 6 peut être la décision la plus sage. En Asie, le chiffre 4 est un aller simple vers la malchance. En Occident, le chiffre 13 est une célébrité maudite. Bienvenue dans le monde de la tétraphobie et de la triskaïdécaphobie, où même les nombres peuvent gâcher votre journée. Les ascenseurs sautent de l'étage 4, les hôpitaux évitent la chambre 13, et les mariages un 13, même pas en rêve. La peur du 4 vient de sa prononciation en chinois et japonais, qui ressemble étrangement au mot « mort ». Quant au 13, il a gagné sa réputation à cause d'un dîner avec Jésus, d'une trahison et de beaucoup trop de films d'horreur. Superstitieux ? Oui. Inoffensif ? Peut-être. Mais essayez de convaincre un acheteur de prendre l'appartement 4B ou d'organiser une fête un vendredi 13. Bon courage. Ces peurs ne concernent pas que les chiffres, elles concernent le besoin de contrôle. Car si éviter un chiffre nous apaise, les maths peuvent de bien attendre. Tu passes devant le miroir de la salle de bain la nuit. Soudain, ton cerveau murmure « Et si ton reflet bougeait sans toi ?» Bienvenue dans le monde étrange de la catoptrophobie, la peur des miroirs. Pour certains, c'est juste la peur de se voir à moitié réveillé avec une tête de fantôme. Pour d'autres, c'est la terreur irrationnelle que quelque chose ou quelqu'un observe depuis l'autre côté. Les légendes urbaines n'aident pas. Dire Bloody Mary 3 fois ? Non merci. Les miroirs ont longtemps été considérés comme des symboles de l'âme, des portails ou des pièges. Dans les films d'horreur, ils ne présagent jamais rien de bon. Ils se fissurent mystérieusement, montrent des silhouettes qui disparaissent, ou pire, reflètent sur quelque chose que tu n'as pas invité. Donc si tu te brosses les dents en lançant un coup d'œil méfiant au miroir, tu n'es pas seul. Des millions de gens préfèrent la buée, la lumière tamisée et le réconfort de ne pas regarder en arrière. Tu entends une histoire racontée par un ami, une boîte à musique maudite qui joue toute seule, et quiconque l'écoute rêve d'une fille en blanc, pour toujours. Le cerveau logique dit « n'importe quoi ». Mais au fond, tu évites désormais les brocantes comme la peste. Bienvenue dans la mythophobie, la peur des mythes, des légendes et de tout ce qui a une origine surnaturelle. Même si l'on sait que c'est de la fiction, il y a quelque chose dans ces récits chuchotés de génération en génération qui nous touche différemment. Peut-être parce que le « et si » semble un peu trop plausible. Les superstitions ne font pas toujours peur. Jusqu'à ce que quelqu'un parle d'une bague maudite ou de la règle du « ne regarde pas sous le lit ». Et soudain, tes peurs d'enfant reviennent avec une bonne dose d'anxiété adulte. Il ne s'agit pas d'y croire, mais de ne pas tenter le diable. Car dans le film d'horreur qu'est la vie, les sceptiques sont toujours les premiers à se faire hanter. Tu es seul dans ta chambre. Les rideaux bougent, sans vent. Tu te figes. Ton cerveau passe en mode film d'horreur. C'est un fantôme. La spectrophobie, la peur des miroirs, reflets,
ombres et regards invisibles, ne se résume pas à voir des choses, c'est ressentir qu'on t'observe. Tu as déjà vu ton ombre et pensé « c'est qui ça ?» ou frissonner en passant devant un couloir sombre. C'est ton cerveau primitif qui murmure. Cours. Les films d'horreur n'aident pas. Chaque rideau, plaçard ou coin devient une machine à jumpscare. Ajoute une ampoule qui clignote. Et bam, tu es la star de ton propre épisode paranormal. La plupart d'entre nous ne croient pas aux fantômes, jusqu'à ce qu'il soit 3 heures du matin et que la maison grince. La spectrophobie prouve que la logique va dormir après minuit, laissant ton imagination hurler plus fort que ta sonnerie. Imagine ceci, tu entres dans une bibliothèque, tu sens l'odeur poussiéreuse des vieilles pages, et soudain, panique. Ton cœur s'emballe, tes mains transpirent. Non, tu n'es pas en retard pour les examens finaux. Tu souffres de bibliophobie, la peur des livres. Ça paraît absurde? Dis ça à quelqu'un qui a survécu à la fac de droit. Bien que rare, cette phobie est bien réelle, souvent liée à des traumatismes dus à des textes académiques denses, des lectures religieuses strictes ou des romans d'horreur un peu trop flippants. Certains associent les livres au jugement, à l'échec ou à une angoisse existentielle. Merci les manuels de philo. Et soyons honnêtes, as-tu déjà vu un livre sur le droit fiscal? C'est plus effrayant que n'importe quel fantôme. Pour d'autres, c'est la quantité écrasante de savoir enfermé entre 2 couvertures, comme tenir une boîte de Pandore en papier. La bibliophobie prouve que même les symboles de sagesse peuvent faire peur, surtout quand on s'en prend un sur le pied. Parlons d'ablutophobie, la peur de se laver. Non, ce n'est pas juste l'excuse de ton ado pour éviter la douche. Pour ceux qui en souffrent, l'idée même de se laver est terrifiante. De l'eau? Du savon? Le cliquetis des bouteilles de shampoing? C'est de l'horreur pure. Cette phobie peut venir d'un traumatisme, comme une chute dans une baignoire, de troubles sensoriels ou simplement de la peur de se sentir vulnérable. Le souci? La société s'attend toujours à ce que tu sentes la fleur, pas la panique. Ces personnes vivent dans la terreur des carreaux de salle de bain, des bombes de bain et, pire que tout, des proches qui crient « Va te laver !» Mais au moins, ils ne perdent jamais de temps à débattre entre douche chaude ou froide. Pour eux, la seule température acceptable, c'est aucune. Alors, la prochaine fois que quelqu'un dit qu'il ne s'est pas lavé depuis 3 jours, peut-être qu'il n'est pas paresseux. Peut-être qu'il fuit une guerre de l'eau. Bienvenue dans le monde de l'orophobie, la peur de l'or. Alors que la plupart voient de l'or comme une preuve brillante de succès, les orophobes y voient une attaque de panique scintillante, prête à frapper. L'éclat d'une alliance, terreur, un collier doré, nausée immédiate. Pour eux, une bijouterie n'est pas une caverne d'Ali Baba, mais une maison hantée remplie de reliques maudites. Cette peur peut venir de superstitions, d'un traumatisme ou, qui sait, d'un trop-plein de films de pirates où l'or mène à la ruine. Dans tous les cas, offrir quelque chose de brillant peut provoquer un cri plutôt qu'un merci. Le seul or qu'ils tolèrent, peut-être un poisson rouge. Peut-être. Donc si quelqu'un recule devant votre bijou, ne le prenez pas mal. Il ne vous manque pas de respect. Il affronte juste un film d'horreur pailleté dans sa tête. Parlons de l'arithmophobie, la peur des chiffres. Oui, les chiffres. Ces petits symboles qui hantent tes années d'école et s'infiltrent dans la vie adulte sous forme de factures, relevés bancaires et comptes de calories. Pour certains, ce n'est pas juste la haine des maths, c'est de la terreur. Une feuille de calcul, sueur froide, une calculatrice, autant brandir une tronçonneuse. Les personnes atteintes d'arithmophobie évitent tout ce qui implique des chiffres. Faire un budget, suivre l'heure, ou même programmer le micro-ondes devient un film d'horreur. Tu penses qu'ils sont nuls au Monopoly? Détrompe-toi, ils sont excellents, tant que quelqu'un d'autre compte. Si tu veux faire une blague à un pote phobique, parle-lui d'impôts ou de sudoku, et regarde-le disparaître comme un fantôme à un concours de maths. Plongeons dans la pogonophobie, la peur des barbes. Tandis que certains admirent une barbe épaisse et majestueuse comme un trophée viking, d'autres y voient un monstre duveteux collé au visage. Les pogonophobes ressentent un vrai malaise, l'envie de fuir en voyant un barista barbu ou un Père Noël au centre commercial. Ce n'est pas qu'une question d'hygiène ou d'huile douteuse. Pour eux, les barbes sont imprévisibles. Est-ce qu'elles cachent de la nourriture, des secrets, un double menton? Ou pire,
Un écureuil miniature? Pour ces gens-là, même un café hipster est une zone interdite. Et ne parlons même pas du mois de novembre. Pour soutenir un ami pogonophobe, gardez votre visage lisse et sans poils mystérieux. Et prévenez-le avant de lancer une série historique. Un seul viking peut ruiner sa semaine. Bienvenue dans le monde de la magéiocophobie, la peur irrationnelle de cuisiner. Alors que pour la plupart, la cuisine est un lieu d'amour, ou au moins de nouilles instantanées, pour les personnes atteintes de cette phobie, c'est un véritable champ de bataille. La cuisinière devient une fosse de lave, le couteau une arme médiévale et le minuteur, un compte à rebours vers la catastrophe. Suivre une recette, c'est comme déchiffrer un vieux sort avec le risque d'invoquer le démon de l'alarme incendie. Même faire bouillir un œuf peut déclencher une crise complète. Jeu de mots absolument voulu. Quand on leur demande « Qu'est-ce qu'on mange ce soir ?», ils deviennent livides et transpirent à froid. Si vous sortez avec quelqu'un qui a cette phobie, optez pour un repas à emporter. Ou mieux encore, apprenez à cuisiner pendant qu'il vous encourage, bien planqué derrière le canapé. La panophobie, la peur de tout, ça ressemble à une blague de sitcom. Mais pour certains, c'est terriblement réel. Ce n'est pas une peur des araignées ou des hauteurs. Non, c'est un abonnement illimité à l'angoisse existentielle. Imagine te réveiller et te sentir anxieux, juste parce que tu es réveillé. Le soleil brille? Trop louche. Un chat passe. Qu'est-ce qu'il sait, ce chat? Les personnes souffrant de panophobie ne craignent rien de précis. Elles craignent l'idée qu'un truc horrible pourrait arriver, à tout moment, pour n'importe quelle raison, ou sans raison du tout. C'est comme vivre dans un film d'horreur sans méchant, juste avec la musique flippante qui tourne en boucle. Et si tu leur demandes ce qu'ils craignent, ils pourraient bien répondre « Je sais pas, mais je suis sûr que ça arrive ». L'androphobie, la peur des hommes, pourrait ressembler à une appli de rencontre qui a très mal tourné, mais c'est une vraie phobie, ancrée dans des traumatismes, de l'anxiété ou des expériences passées. Les personnes qui en souffrent ne fuient pas seulement les mecs toxiques ou les vestiaires bruyants. Elles peuvent paniquer en voyant un gars parfaitement normal acheter du lait. Voix grave, cœur qui s'emballe, inconnu barbu dans le métro, mode fuite activée. Même les mannequins masculins ne sont pas épargnés. Pour certains, ce n'est pas de la haine, c'est une terreur pure, incontrôlable. Et c'est compliqué, surtout dans un monde où la moitié des gens sont, eh bien, des hommes. Alors, la prochaine fois que quelqu'un dit préférer affronter un ours plutôt qu'un mec, croyez-le. Les ours ne parlent pas, ni ne font du mansplaining. Hippopotomonstrose et skipdaliophobia, oui c'est le vrai terme, et la peur des mots longs. L'ironie? Ce mot est lui-même une blague linguistique sadique. Imaginez avoir peur des mots longs et qu'on vous dise que le nom de votre phobie fait 36 lettres. Les personnes concernées peuvent geler devant un terme scientifique, un contrat juridique ou un menu un peu trop poétique. Lire à voix haute devient un jeu de « pas moi, pas moi ». C'est comme un Jenga linguistique, chaque syllabe pouvant faire s'écrouler votre confiance. Et oui, cette peur est bien réelle. On dirait un film d'horreur orthographique, mais cela montre que parfois, le langage intimide plus qu'il n'éclaire. Morale de l'histoire, parfois le véritable méchant, c'est le dictionnaire. La zémiphobie est la peur des taupes. Pas les espions, mais les petites créatures qui creusent sous terre. C'est une peur étrange et très spécifique. Mais imaginez-vous vous réveiller dans une paisible campagne européenne, apercevoir une butte fraîche dans le jardin et paniquer comme si un film d'horreur venait de commencer. Ces pauvres bêtes, avec leurs petits yeux et leur nez en forme d'étoile, sont totalement inoffensives. Mais pour quelqu'un atteint de zémiphobie, ce sont de véritables monstres de cauchemar. Peut-être que c'est l'idée qu'elles creusent sous vos pieds, ou le fait qu'elles ressemblent à des points d'interrogation velus avec des griffes. Quelle qu'en soit la cause, cette phobie prouve que même les recoins les plus obscurs du règne animal peuvent faire fuir quelqu'un en courant, ou dans ce cas, fuir les collines. La psychologie moderne a une approche étonnamment empathique de la peur. Il ne s'agit pas juste d'être une chiffre molle, c'est le système d'alarme intégré de votre cerveau, affiné par des millions d'années d'évolution. Lorsque vos paumes transpirent, que votre cœur s'emballe et que vos genoux tremblent à la vue d'une araignée ou d'une diapositive PowerPoint, ce n'est pas de la faiblesse. Ce sont vos instincts de survie qui prennent le relais. La peur naît souvent de l'enfance,
de traumatismes passés ou même de vos gènes qui font leur propre petite danse de panique. Aujourd'hui, les psychologues ne cherchent plus à effacer la peur, mais à la comprendre. C'est un peu comme le meilleur ami très théâtral de votre cerveau, toujours en train d'en faire trop, mais avec de bonnes intentions. Une fois que vous avez compris ces signaux, vous pouvez l'empêcher de prendre le volant et gentiment l'installer à l'arrière, avec la ceinture bien sûr. Voici la vérité. Tout le monde a peur de quelque chose, que ce soit les fantômes, les eaux profondes, parler en public ou ouvrir un message non lu de votre patron à 20 h un dimanche. La peur est universelle. Pourtant, on nous a appris à avoir honte de nos peurs personnelles, comme si avouer que vous avez peur des clowns allait en faire apparaître un. Mais la pensée moderne dit le contraire. Au lieu de cacher vos peurs comme une réserve secrète de snacks, essayez de les accepter. L'astuce, c'est de comprendre que la peur ne vous rend pas faible. Elle vous rend humain. Nous avons tous nos monstres sous le lit. Certains ressemblent juste à des formulaires d'impôts. Alors la prochaine fois que vous sursautez à la vue d'une araignée ou que vous ignorez un appel inconnu, souriez et dites « Je ne suis pas bizarre, je suis juste très évolué ». Le trac, la peur de l'échec, l'angoisse d'oublier sa réplique en plein milieu, ça vous parle? Ce ne sont pas que des problèmes de stagiaires stressés, c'est aussi le quotidien de nombreux orateurs célèbres, athlètes ou artistes. La différence? Eux ont fait de la peur leurs stagiaires non rémunérés. Derrière chaque conférence TED percutante, médaille olympique ou performance à couper le souffle, il y a un cœur qui battait autrefois comme une enceinte de boîte de nuit. Mais au lieu de se figer, ils ont apprivoisé la peur comme un partenaire de sport, agaçante, bruyante, mais utile. La peur, une fois domptée, devient adrénaline, concentration et parfois une super anecdote pour une émission de fin de soirée. Alors la prochaine fois que vous tremblez devant un public, rappelez-vous, la personne que vous admirez le plus s'est peut-être déjà cachée dans les toilettes avant de monter sur scène. Vous êtes en excellente et moite compagnie. Affronte tes peurs. Ça sonne facile, jusqu'à ce que ta peur te regarde droit dans les yeux, probablement avec 8 pattes ou un micro. C'est là que la thérapie comportementale entre en jeu. Non, il ne s'agit pas de crier « sois fort » à ton cerveau. C'est plutôt l'art de l'amadouer doucement pour lui faire croire que, par exemple, les araignées ne sont pas des films d'horreur ambulants. Cette technique, appelée thérapie d'exposition, se fait par petits pas. Peur de l'avion? Tu commences par regarder une photo d'un avion, puis tu t'installes dans un simulateur de vol. Et enfin, peut-être, tu réserves ce vol low cost vers un coin sans Wi-Fi. L'idée, c'est d'habituer ton cerveau à ce qu'il déteste, comme apprendre à un chat à aimer le bain. C'est gênant, inconfortable, parfois hilarant, mais ça marche. Parce que dans la bataille entre la peur et la plasticité cérébrale, la science mise toujours sur tes neurones. Voilà le truc. La peur, malgré ses problèmes d'image, est en fait un assez bon coach de vie. Elle te rappelle de regarder des deux côtés avant de traverser, de relire ton message avant de l'envoyer à ton ex, et d'éviter les soirées karaoké si tu ne sais pas chanter pour sauver ta vie. La peur nous garde en alerte. Elle nous rend humbles. Et soyons honnêtes, elle donne aussi des histoires hilarantes à raconter, comme cette fois où tu as hurlé à cause d'une chaussette sur le sol que tu as prise pour un serpent. Plutôt que de voir la peur comme une faiblesse honteuse, peut-être devrions-nous la considérer comme un petit coup de coude de notre conseiller en survie intérieure. Eh mon pote, évite de lécher ce champignon fluorescent. Embrasser nos peurs ne nous rend pas faibles, ça nous rend humains. Car rien ne dit « je suis vivant » comme des paumes moites et un cri dramatique, à cause d'un papillon de nuit. Et nous voilà, à la fin de notre voyage aussi hilarant que terrifiant à travers le labyrinthe des peurs humaines. Des phobies antiques aux angoisses numériques modernes. On a ri, on a grimacé, et on a peut-être développé une peur irrationnelle de parler aux pigeons. Mais, la peur n'est pas juste un cri dans la nuit. C'est un rappel qu'on est vivant, alerte et profondément humain. Parfois trop humain. À ton tour maintenant, qu'est-ce qui te terrifie le plus? Commente ci-dessous et dis-le nous. Tu as peur des fantômes, des deadlines ou d'ouvrir le frigo et découvrir que ton coloc se a commis d'eau terrestre, encore une fois? N'oublie pas de liker la vidéo, de t'abonner pour plus de séances de thérapie divertissantes et de la partager avec un ami qui crie en voyant un papillon. Souviens-toi, on ne peut pas éliminer la peur,
mais on peut en rire ensemble.